vous parler de... voilà, donc j'ai fait mon boulot de modélisateur, puisque l'enseignant-chercheur produit du savoir, donc ce savoir se traduit en modèle. Donc j'ai produit un modèle, à un moment donné, en 97-98, de l'accompagnement en 3 figures. Le guide, le compagnon, l'accompagnateur, et en considérant que l'accompagnant était dans cette tension paradoxale, puisque ces 3 figures sont incompatibles entre elles, un peu à la façon de Rogers, si vous avez vu. Et que donc la question c'était comment chacun se débrouillait de cette incarnation du paradoxe. Chacun d'entre nous, dans sa posture, incarne singulièrement ce paradoxe qui consiste à faire vivre ces 3 figures-là dans ce qu'elles ont de contradictoire entre elles. Et donc j'en étais là. Et puis il m'est arrivé un truc un peu bizarre. J'ai envie de voir un peu. Il y a un moment, voilà, on a satisfait 15 ans qu'on bosse, qu'on fait tout ce qu'il faut, les articles, machin, les trucs. Je suis prof, je me pose. Et puis il m'arrive une espèce de visite. Quelque chose qui me pousse, qui s'appelle Antigone. Et qui me fait de plus en plus pressante. Et donc je me laisse aller, et je me laisse faire avec ce personnage d'Antigone qui se met à me parler. Et je travaille avec elle. Et je constate que ça se branche bien avec mes préoccupations d'accompagnement. Et qu'à la laisser comme ça faire son travail et moi faire le mien, j'ai d'autres portes qui s'ouvrent pour réfléchir à la question de l'accompagnement. Et donc en particulier, quelque chose qui a à voir avec ce que c'est que se parler, et quelque chose d'autre avec la question de la folie. Et si on regarde bien la façon dont les choses se passent du point de vue d'Antigone dans la pièce, alors on refait vite fait, ses frères se sont entretués, et il y a interdiction par son oncle Créon qui règne sur Thèbes d'aller rendre le dernier hommage dû aux morts à son frère Polynice, et qui signifierait qu'on met un peu de terre quand même sur lui, parce que sinon ça va être terrible. Et donc Antigone transgresse et va jeter de la terre. Et donc après, l'essentiel de la pièce, c'est un dialogue avec son oncle Créon, son amoureux et donc le fils de Créon, etc. Et ce qu'on constate, c'est que en fait, Antigone n'argumente pas avec Créon. Antigone ne cherche pas à convaincre Créon. Elle ne légitime pas, elle n'explique pas, au fond, elle ne cherche pas à se faire comprendre de Créon, mais elle dit, et elle dit et elle se dit. Et il y a tout un tas de passages où on sent bien que ce qui se dit relève du quiproquo, du fait qu'ils sont dans l'incapacité de se comprendre l'un l'autre. Et il me semble que c'est ça qui fait accompagnement. C'est-à-dire que, encore une fois, tant qu'on est un gentil formateur qui essaye bien de comprendre l'autre pour bien lui faire les bonnes propositions de ce qu'on aura bien décrypté, qui était bien son problème, qui était faire un peu son boulot, d'accord, on peut le faire. Bien qu'il y ait des moments quand même où on se retrouve, parce que sinon on ne va pas aller très loin. Mais c'est aussi tous les moments où on ne va pas se comprendre, où on ne va pas exactement parler de la même chose, qui vont contribuer à ce que l'autre, repartant, parce qu'il repart quand même, on est d'accord, il ne garde pas la maison, donc il va vivre ce qu'il a à vivre en quantité. Mais il va avoir des choses qui lui résisteront
à prolonger, et tout va pas être une belle histoire qui va bien s'ajuster et qui va ressembler à une sorte de conte de fées qui, encore une fois, ne sert pas à grand chose. Et alors, je vois bien des yeux bizarres, donc qu'est-ce qu'il fait avec son Antigone? Voilà, je témoigne juste de mon petit bout de chemin de chercheur, et je dis que moi, c'est ça, c'est cette rencontre-là et ce travail-là, avec ce personnage-là et ce texte-là, qui m'a permis de franchir ce pas supplémentaire-là. Et ça, c'est pour la chose d'accompagnement. ouais, ça va, là, c'est bon. Je sais bien où j'en étais. Ouais. Donc, la question de la quiproquo, on considère en général comme quelque chose de raté dans un échange. On est d'accord, hein, dans notre. Je reviens à ma question de l'épistémologie, là, dans mon truc un peu positiviste, où tout va bien quand tout est clair, quand on comprend bien, quand on a poussé tous les nuages, toutes les poussières et tout ça. Quand on ne se comprend pas, quand on ne s'ajuste pas, c'est raté. Je fais l'hypothèse que dans une relation d'accompagnement, ce qui est raté est ce qui est réussi. Voilà. Donc il y a cette dimension-là, comme du communicationnel, et il y a l'autre face aussi qui est donc cette question de la folie. La folie dans Antigone, la folie d'Antigone, il y a tout un tas de passages où Créon lui renvoie le téléphone, quoi, et que celle qui se comporte comme ça, et qu'elle lui dit, bah, Coco, attends la suite, on va voir qui est le plus fou des deux. Et je crois que accompagner, c'est aussi ça, c'est aussi accepter par moment de passer pour fou, dans le sens symbolique du terme, mais en tous les cas, non compris, qui dérange, qui ne rentre pas dans les cases de l'autre. Et donc ça veut dire assumer aussi pour soi-même cette part de folie qui est propre à chacun d'entre nous de toute façon et qu'on peut effectivement essayer de mettre sous le tapis autant qu'on veut, mais qui est là et Dieu soit loué, qui fait que justement on n'est pas le même que l'autre. Et en particulier, du coup, quels sont les interlocuteurs d'Antigone? Ces interlocuteurs privilégiés qui sont aussi indicibles de sa folie, du point de vue de Créon. C'est que ces interlocuteurs sont des gens qui ne répondent pas au sens direct du terme. Quand elle a besoin d'aller s'interroger sur elle-même, elle parle aux dieux, elle parle aux oiseaux, elle parle aux morts, donc autant de personnes qui ne lui répondront évidemment jamais en direct, mais qui font pour elle quelque chose de l'ordre d'un écho avec lequel elle peut continuer son chemin. En gros, ce qu'elle fait, par exemple, c'est au nom des morts, au nom du mort, qui ne lui répondra jamais si elle a bien fait ou pas bien fait. Je me souviens dans les questions qu'il posait, il y avait comment savoir si on a bien agi. Bon, voilà, chacun peut se demander s'il a bien agi. Et la solitude est certainement le saut de la relation. Dans mon travail, je vais essayer de montrer comment il pouvait y avoir de relations que s'il y avait séparation, parce qu'il y a une banalité, mais néanmoins, comment chacun se débrouille de ça, c'est-à-dire de sa propre solitude, du fait qu'il y a des choses qui le préoccupent, qu'il ne peut pas partager, donc il sent bien qu'il ne peut pas les partager avec qui que ce soit de son entourage, sous peine de passer pour fou, au sens d'Antigone, et que pourtant ça l'agit, et que pourtant il sent bien que c'est aussi une part de sa force, c'est quelque chose que je ne peux pas partager avec quelqu'un. Et bien effectivement, ma solitude fait partie de ma force humaine, mais pour autant on n'en est pas autiste. De toute façon, au cas où on voudrait l'être autiste, je vous rappelle que les institutions qui nous ont demandé d'être là nous demandent de rendre des comptes, donc il faut bien leur parler, et donc il faut bien à un moment donné avoir un lieu de langage commun avec elles, donc on ne peut pas être complètement autiste. Et donc du coup la question de ah oui ça revient là-dessus,
ce que dit Antigone aussi, c'est que cette question de la relation, donc, n'a pas grand-chose à voir avec la question de la réciprocité. C'est ce qu'elle fait, par exemple, elle le fait pour son frère qui est mort. Donc, peu de chances qu'il lui rende quelque chose. Hein. Elle le fait aussi pour que les dieux de l'Hadès, donc les dieux des morts, ne s'abattent pas sur Thèbes, sur le peuple de Thèbes, alors qu'elle sait bien elle-même qu'elle va mourir. Donc cet éventuel retour que le peuple de Thèbes pourrait lui donner parce qu'elle a accompli ce geste, elle ne le donnera jamais, parce que de toute façon elle sait que c'est foutu pour elle. Et donc la question de la réciprocité dans la relation, à mon avis, c'est une fausse question d'attendre que l'autre nous fasse signe, nous dise que c'était bien, que c'était pas bien, que ceci, que cela. Parce que de toute façon, s'il nous dit que c'est bien, ça ne m'a servi à rien, d'accord, pas grand-chose. Et s'il nous dit que c'est pas bien, c'est pas pour autant qu'on va changer pour faire autrement pour le suivant, qui sera pas le même et qui ceci, cela. Donc la question qui se pose, c'est celle en responsabilité, puisque c'est une responsabilité égarant un certain nombre de choses, en responsabilité, est-ce que ça nous semble être le geste juste, pas le geste juste, ce qui suppose donc de ne pas lâcher sur le fait de se le réfléchir, c'est juste ça. Pas se mettre la couverture par-dessus. Et donc c'est pour cette raison que dans le travail que j'ai fait, là, j'ai proposé d'écrire le impossible, le métier impossible. Alors le tableau il est là-bas, tant pis pour nous, mais de l'écrire IN quoi, tiret possible, c'est-à-dire que la possibilité de ce métier se situe à l'intérieur de nous-mêmes, dans l'INSEE de chacun d'entre nous, de chaque accompagnant, et que la seule chose, entre guillemets, sur laquelle on a un peu prise, et pas beaucoup, et pas jusqu'au bout, c'est nous-mêmes. Et qu'on accepte aussi la réciprocité pour l'autre, mais qui n'est pas une réciprocité relationnelle. Il a la capacité, en lui-même, pour lui-même, de faire des choix qui, de toute façon, ne concerneront que lui-même. C'est jamais nous qui assumerons les conséquences de ce qu'il fera lui. Ce qui est, pour moi, le vrai bornage est tant mieux, mais ça par contre il faut toujours se le garder dans sa tête, c'est-à-dire que c'est quand même de sa vie à lui qu'on cause quand on est en situation d'accompagnement. Enfin, après pour moi c'est un peu différent puisque ce dont il est question c'est des objets de savoir à produire, c'est des tests, c'est des mémoires, donc on a un objet qui fait tiers quand même, dans la relation. Donc, ce dont on parle c'est de cet objet-là. Par contre, dans les situations, quand on est en formation, il y a des savoirs quand même s'il y a des personnes qui savent. Par contre, quand on est en situation d'accompagnement, à l'insertion, etc., ce dont on parle, c'est là la personne de l'autre. Il est l'objet le contenu de la relation, c'est ça. Or, encore une fois, derrière, c'est lui qui assumera les conséquences de ce qui se sera travaillé là à propos de lui, pour lui, donc l'idée qu'on fait pour lui, ce serait bien oublié un peu quand même. Avec lui, dans la limite du champ relationnel de lycée maintenant, de la relation, assurément. Par lui, ça oui. Pour lui, ce qui passe par lui. Encore une fois, les conséquences de ça, c'est pas nous qui les assumons. Là où il s'arrête, on s'arrête. Là où il veut aller, on va. Là, mais stop. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire que j'avais dire quand même. On est peut-être 5 minutes. Peut-être sur la question des savoirs, j'ai envie de dire que ce qui va nous. Enfin, ce qui fait notre force, c'est ce qu'on ne sait pas. C'est notre non-savoir. Ce qui est toujours susceptible de renouveler la dynamique relationnelle, c'est ce qu'on ne sait pas de l'autre. Donc paradoxalement, le fondement de la relation à l'autre, ça n'est pas ce qu'on sait, mais c'est ce qu'on ne sait pas. Et ce qu'on constate quand on sait un petit peu plus de choses, au fur et à mesure qu'on sait un peu des choses,
c'est que plus on sait qu'on ne sait pas. Donc on est peinard, on peut continuer à apprendre, on ne sera pas en train d'empêcher le non-savoir d'agir, au contraire, il va s'augmenter au fur et à mesure qu'on va apprendre, nous-mêmes, pour nous-mêmes j'entends. Et que ce qui va légitimer aussi la force de cette séparation nécessaire à la relation, c'est justement qu'on a quelque chose qui nous préoccupe en nous-mêmes, par nous-mêmes, qui ne passe pas par l'autre, dont on n'attend pas que l'autre le comble. Ce qui veut dire que donc l'autre sent bien qu'on est quelqu'un qui est en chemin d'apprendre, mais pour lui, dont on n'a pas à rendre compte à l'autre, enfin pas nécessairement dans tous les cas, mais qui fait aussi qu'à chaque fois qu'on va se retrouver, il ne va pas retrouver à l'identique le même accompagnant, il aura bougé, il aura fait son propre chemin de quelque chose, et c'est plus on saura arriver en même temps nu de tout savoir sur l'autre, qu'on a des chances que quelque chose de non prévu arrive. Plus encore une fois, on va vouloir savoir à l'avance et prétendre savoir et dire bon, moi je suis un bon accompagnant parce que je sais il y a cette étape-là, puis après il y a celle-là, puis après il y a celle-là. Celui-là, je vois bien quand même, il est très fragile, très très fragile. Il faut quand même y aller mollo. Qu'est-ce qu'on sait? On n'en sait rien. Si on accepte de rentrer dans la relation plutôt avec le présupposé qu'on ne sait rien de rien, qu'avec celui qui est un beau professionnel, c'est celui qui sait plein de trucs, alors il me semble que c'est une espèce de garantie, si tant est qu'on puisse en avoir, sur le respect de l'autonomie de l'autre qu'on a en face de nous, encore une fois, de son libre arbitre, de ses choix, de ses non-choix. Parce que quand même, assigner quelqu'un, par exemple, à rédiger un projet, que faute de quoi on va lui donner le pire malheur, et puis à vous aussi, s'il n'y a pas connu le projet, et prétendre savoir ce que peut être ce projet de la vie, alors qu'il concerne la vie de quelqu'un qu'on ne connaît pas et qu'on n'a pas lieu de le connaître. C'est étonnant comme situation quand même. Donc j'ai plutôt envie d'appuyer sur cette chanterelle-là, celle qui nous rend des bons professionnels, c'est celle qui nous permet d'assumer que quand on arrive dans une rencontre avec quelqu'un, on ne sait pas. Et puis quand on en repart, on ne prétend pas non plus savoir absolument ce qui s'est passé entre nous. Puis quand on le retrouve, alors, vraiment des pratiques nécessaires, des traces, des machins, des trucs obligés. Mais il me semble qu'on arrive tout au mieux ouvert, par exemple, à la deuxième rencontre, qu'on n'aura pas pris de note à la première, et que du coup, on n'assignera pas l'autre à la place à laquelle on l'a laissé la fois d'avant quand on l'a quitté. Donc on essaye de revenir autant que possible dans un non-savoir renouvelé à la rencontre suivante. Parce que lui, il a peut-être fait du chemin dont il n'est pas nécessairement capable de parler, qu'il n'est pas nécessairement absolument verbalisé. Mais en même temps, si on lui dit, voilà, la dernière fois, on en était là, vous aviez dit que vous vouliez, alors on s'était entendu sur le fait, alors vous en êtes, je trouve qu'il a fait complètement autre chose, bien. Ça, j'ai pas du tout fait ce qu'il fallait, vous faites, et donc il ne peut plus dire ce qu'il a fait, pas fait, machin, voilà.